collectivité, comme une communauté de communes, et Anjou numérique est composé des communautés de communes du Maine-et-Loire, du département, de la région, plus quelques adhérents supplémentaires. On a tous les adhérents du Maine-et-Loire, sauf Anjou-Loire Métropole. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais donc, Mauche Communauté est adhérente d'Anjou numérique, et c'est à ce titre-là que je suis là ce soir. Anjou numérique a été créé en 2015 pour gérer la montée en débit du Maine-et-Loire, c'est-à-dire très concrètement installer la fibre partout dans les zones rurales. On travaille également sur la téléphonie mobile, et puis on travaille également avec une équipe de conseillers numériques sur la médiation et l'accompagnement aux usages numériques. Voilà. Mais bon, principalement, notre rôle, c'est le déploiement de la fibre, et je vais vous expliquer comment ça s'est fait. Alors, partout en France, en fait, on a des zonages différents en fonction des communes et de la densité de population. On a des zones très denses, il n'y en a pas en Maine-et-Loire, mais Nantes, par exemple, ou le centre de Rennes sont des zones très denses, sur lesquelles il n'y a pas de régulation, donc c'est le Far West, tout le monde déploie comme il veut, s'il veut, quand il veut. Et ça se passe, parfois ça se passe bien. On a ensuite les zones de basse densité, mais un peu denses, c'est ce qu'on appelle les zones amies. Donc on en a 3 en Maine-et-Loire. C'est Angers, Angers-Loire Métropole dans ses frontières de 2015, avant les agrandissements de la loi NOTRe. La communauté de Cholet, pareil, en 2015. Et la ville de Saumur, la commune de Saumur. Sur ces zones-là, il y a eu un appel à manifestation d'intention d'investir, à M2I, qui a été attribué à Orange. Et donc c'est une zone sur laquelle Orange déploie la fibre optique sur ses fonds propres, à son rythme. Ils ont quand même des obligations normalement pour finir les zones. Ils sont à peine à leurs obligations, on va dire. Et donc ensuite ils commercialisent, mais dans un cadre réglementaire assez strict et qui est le même que celui qu'on a sur le reste du département. Donc le reste du département, les zones jaunes, dont Mauche-sur-Loire, c'est la zone d'initiative publique. C'est une zone sur laquelle on a fait le constat qu'il n'y avait pas d'opérateur qui allait déployer la fibre. Et donc il fallait que la collectivité investisse le sujet. Et donc la collectivité, ce sont les communautés de communes qui se sont emparées du sujet, qui ont créé le syndicat, et puis qu'on dit, bon bah très bien, maintenant on y va, ont monté une délégation de services publics, et l'ont attribué donc, à Anjou Fibre. Anjou Fibre qui est une filiale de TDF. TDF, Télédiffusion de France, les grands pylônes rouges et blancs là, qui diffusent la TNT et la radio, etc. Voilà, donc on a, on a donc une délégation de service public. Alors c'est ma slide d'après. 14 000 km de fibre optique pour 230 000 adresses à peu près sur la zone en jaune. Il faut savoir que la zone en bleu c'est à peu près la même chose, on doit être à 210, ça donne le nombre à peu près en tout. 14 000 km de fibre, le déploiement se fait en 5 ans avec un budget global de 320 millions d'euros. Sur ce budget-là, la collectivité en met 35 millions de subventions qu'il verse à Anjou Fibre pour compenser le fait que ce ne soit pas très rentable de travailler sur les zones rurales. Il y a un gros investissement initial. Sur ces 35 millions d'euros, on en a 25 qui viennent directement de l'État. Le reste, c'est le département et la région qui contribuent. Cette délégation de service public, donc c'est 5 ans pour construire, c'est ensuite 20 ans d'exploitation. Donc c'est 25 ans en tout, 5 ans de construction, 20 ans d'exploitation. Donc j'ai dit 325 millions d'euros, 35 millions de fonds publics, ça veut dire que le reste, ce sont des fonds privés. Et donc l'opérateur Anjou Fibre va récupérer sa mise de fonds sur les 25 ans d'exploitation où c'est lui qui commercialise et récupère l'argent. Voilà. Principe de la délégation de service public. Pour que ce soit clair, pour que tout le monde comprenne dans quel monde on est. Des questions là-dessus? J'avance. Bon, j'ai un petit slide qu'on a depuis longtemps là, mais je vais. Bon, on va pas trop s'embêter. Ce qui est intéressant, nous on est là, on joue numérique, on a la région, le département et les EPCI, c'est-à-dire les communautés de communes, l'État qui donne des sous.
On a construit donc, une entreprise qui s'appelle Anjou Fibre, qui est filiale de TDF. Cette entreprise, elle ne commercialise pas au grand public. Elle commercialise auprès des opérateurs commerciaux, les FAI. Donc il y en a une dizaine, dont Orange, SFR, Bouygues, Free, et puis un tas de petits qui commercialisent également. Et ce sont ces opérateurs-là qui commercialisent au grand public, aux entreprises. C'est quand même un peu flou, hein? Oui? Enfin, qu'est-ce que c'est? Comment on est reçu? Ah, c'est mieux ça? Ouais. C'est le mur qui bouge. Le granit. Donc voilà, ce que je voulais expliquer, c'est que Anjou Film ne commercialise pas directement auprès de vous, mais c'est bien les opérateurs intermédiaires qui commercialisent. On va voir après comment on fait ça. Ah oui, quelque chose que je n'ai pas dit, c'est qu'au bout de 25 ans, ce réseau, c'est un bien de retour, c'est-à-dire qu'il appartiendra à 100% à la collectivité. D'accord? Donc ensuite, on le remettra en exploitation auprès d'un autre exploitant, n'importe qui, je ne sais pas, et puis on encaissera les revenus correspondants. Voilà, j'en dis pas plus. Ça c'est compliqué, on va peut-être y revenir après. Alors on en est où aujourd'hui? Parce qu'en fait c'est peut-être ça qui vous intéresse. Ça c'est la carte du département. On est par là, là. Vous ne pouvez pas le lire d'ici, mais c'est la carte de l'avancement de projet. Jaune, on est entre 0 et 20%. Violet, on est à 100%. Donc violet, on n'en a pas encore beaucoup. En bleu foncé, là, on est entre 80 et 99%. Donc c'est des zones qu'on considère à peu près terminées. Mais il reste toujours une prise ou deux par-ci par-là qui sont compliquées à aller chercher. Et puis jaune, on en a pas mal encore par ici. Ben, on est en cours de déploiement. Je vous ai parlé de 5 ans. Le contrat a été signé début 2018. Donc 5 ans nous emmènent début 2023. C'est-à-dire maintenant. On voyage à peu près avec 1 an de retard sur notre planning initial. D'accord ? Donc normalement, on vise de terminer le déploiement cette année, à la fin de l'année. On croise les doigts. On arrive en plus dans certaines zones qui sont vraiment complexes. Alors ce n'est pas le cas sur Mauches-sur-Loire. Enfin, il y a des petites zones, mais on commence à rentrer dans le dur. Donc on est à 70%. Alors mes chiffres datent un peu. On est plutôt à 80. On est à 180 000 prises raccordables dans l'IPE. Ce qu'on appelle l'IPE, c'est le fichier d'échange avec les opérateurs. Peu importe, c'est la base des adresses. Et puis on devrait arriver, oui. Bon, on va être à 100% à la fin, ou 98% à la fin de l'année, quoi. On avait des zones prioritaires, bon c'est à peu près terminé, donc j'en parle pas. Voilà, on aura toujours des petits reliquats après. Vous m'interrompez, hein. J'ai fait un petit zoom sur Mauches-sur-Loire. Alors, on voit que... Alors, j'ai fait un petit zoom qui normalement nous permettait de lire les communes déléguées, mais c'est pas brillant. Vous savez où on est? Ah voilà, ça c'est Montjean là. Voilà. D'accord, c'est pour ça que je suis invité en fait. C'est parce que c'est tout jaune, c'est ça? C'est ça. Bon. Donc, on a pas mal travaillé ici, Saint-Florent. Et effectivement, là, il y a encore un peu de boulot. Bon, il paraît que les équipes sont dans les rues, hein. Voilà. En attendant, là où c'est déployé, ça raccorde vite, puisqu'on est à peu près à 40% de taux de pénétration la première année, c'est-à-dire que 40% des prises déployées sont raccordées derrière la première année. Ce qui est très performant, et ce qui veut dire surtout qu'il y a une réelle attente. C'est pas à vous que je vais l'expliquer. Ça veut dire qu'on est à 800 à 1000 raccordements chaque semaine. D'accord ? On va parler des raccordements après. On va en parler même peut-être dès maintenant, puisque vous avez peut-être déjà entendu parler de difficultés lors des raccordements. Il y a eu quelques articles dans la presse, il y a eu quelques sujets à la télévision même. C'est un vrai sujet.
C'est un vrai sujet. Ok. Bon. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour de questions avant que je continue, parce que j'aime pas trop les tunnels là, où je suis tout seul à parler. Et puis j'aimerais bien savoir, moi, pourquoi vous êtes venus ce soir, en fait, les uns ou les autres, et pour parler de quoi, en fait. Donc, question de la salle. Moi, j'en ai une toute simple. Je vous en prie. Par rapport aux boîtiers qui sont sur les poteaux, vous pensez quel genre de câble? Un câble, c'est une fibre ou c'est seulement un catégorie 5 ou un catégorie 6 au niveau... On a déjà un spécialiste. Alors, très bien, on va parler de raccordement. Qu'est-ce que j'ai de bien? Qu'est-ce qui est particulier entre déploiement et raccordement? Autre bonne question. Alors, hop, non, je vais remonter plutôt à ma petite diapo de tout à l'heure. Là. Alors, déployer le réseau. Lorsqu'on déploie le réseau, on crée plusieurs sections de réseaux différentes. On part, alors ce sont des réseaux qui sont déployés en étoile. On part du nœud de réseau optique. Donc, ça ressemble à ça, c'est une grosse boîte en béton. On va jusqu'aux armoires. Donc, vous avez dû en voir dans les rues, des petites armoires grises ouvertes comme ça. Puis, donc ça c'est notre réseau de transport, puis on déploie un réseau de distribution qui va jusqu'à des points de branchement. Ça c'est ce qu'on trouve en aérien sur les façades ou sur les poteaux. Et puis on a des choses comme ça dans les chambres lorsque c'est enterré, quoi. Lorsqu'on a fait ça, on considère qu'on a terminé le déploiement. Alors, on a terminé le déploiement, il n'y a personne de raccordé, hein, parce que les fils s'arrêtent dans la rue. Bon. Il y a une autre section de réseau qui est en amont, qui est le réseau de collecte. Peut-être qu'on y reviendra, mais qui, lui, va ramener tous les flux Internet vers Angers, puis ensuite Paris, vers les nœuds d'échange Internet. Lorsque on souscrit un abonnement, donc vous voulez travailler avec, je ne sais pas moi, Free, Noanet, Soch, enfin, n'importe quel Orange ou n'importe quel FAI, vous allez sur le site internet du FAI, vous rentrez votre adresse, il vous dit « Ah oui, vous êtes éligible », vous choisissez votre offre, vous mettez la carte bleue, il vous dit « C'est d'accord », là vous commencez à payer, et donc il y a un coup de fil d'un technicien qui prend rendez-vous chez vous pour venir faire le raccordement final. Donc le raccordement final, c'est ce qui va se passer entre le point de branchement qui est en domaine public, dans la rue, donc enterré ou sur un poteau ou sur une façade, peu importe, et l'intérieur du logement. Donc la personne va devoir rentrer chez vous pour tirer le câble depuis le domaine public jusqu'à l'intérieur de la maison où il va installer une prise. J'ai pas de photo de prise, mais enfin c'est gros comme une prise électrique. Voilà. Donc il va tirer ce câble-là. Donc c'est un câble fibre optique, pour répondre à votre question. C'est un câble fibre optique monofibre. Qui vient jusqu'à la prise. De ce câble-là, il y aura une petite jarretière optique, donc c'est des câbles alors, plus ou moins longs, peu importe, souples, avec deux petits embouts, qui va jusqu'ensuite la box de votre opérateur, et là, on arrête l'optique, derrière on passe en Ethernet sur des câbles, donc vous parliez de catégorie 5 ou 6, donc en câble Ethernet, ou en Wi-Fi, ou en CPL, ou je ne sais. Voilà. La compatibilité reste. La compatibilité qu'on a aujourd'hui sur un CPL, elle existe de la même manière sur une box fibre. Ouais. Alors voilà, ce que j'allais dire. C'est quoi CPL? Alors je disais Ethernet, Wi-Fi, CPL. Donc Wi-Fi, c'est clair pour tout le monde, je pense. Oui. C'est quoi un monofibre? Alors oui, je vais en parler aussi. Ça, je peux répondre facilement. Monofibre, c'est-à-dire qu'il y a une seule fibre dans le câble. Une seule fibre. Voilà. Autrement, c'est vrai que quand on passe des câbles ici, c'est des câbles à minima 24, 48, on a des 432, enfin, voilà, en fonction de ce qu'on a besoin de passer pour distribuer. Mais entre le boîtier ici et puis la maison, bah, on passe une seule fibre. Ça suffit. Ça suffit. Bah, en fait, on peut faire passer énormément de choses sur une fibre. Donc là, on en met une pour la maison, et c'est bien, quoi. Donc je reviens. C'est intéressant d'expliquer la différence entre une fibre et un réseau classique qu'on avait avant.
Je vais le faire aussi. Vous gardez la question? Mais c'est bien, c'est super ça. Ouais, parce qu'en fait, il y a plein d'entrées dans ces choses-là, donc on va les prendre une par une. La question, c'était la différence entre l'optique et puis les réseaux qu'on avait avant, ouais, réseau cuivre. Je reviens sur la distribution à l'intérieur de la maison. Il y avait la question CPL. CPL, mais c'est pour ça que j'y suis. Wi-Fi, c'est clair pour tout le monde en a, d'accord. Ethernet, bah, ce sont les câbles avec les petites prises qu'on appelle RJ45, enfin, la prise réseau habituelle, hein, comme on a sur tous les ordinateurs. Et voilà. On peut avoir ça dans les murs. Les maisons récentes doivent être câblées avec du câble comme ça et des prises RJ45 dans toutes les pièces qui reviennent jusqu'au tableau de distribution électrique. Voilà. Ah, quand on a des vieilles baraques, et je suis dans ce cas-là, c'est pas pareil. Voilà. Et donc le CPL, pour courant porteur en ligne, c'est une technologie qui exploite le fait que vous avez déjà des câbles conducteurs partout dans la maison, c'est pour les prises de courant. D'accord? Et donc ces prises de courant, elles ont un seul signal aujourd'hui dessus, c'est du 50 Hz, c'est-à-dire la fréquence d'alternat du courant alternatif. D'accord? Eh bien, on peut envoyer d'autres fréquences dessus. Donc on a un modem qui envoie des fréquences sur le courant porteur, au niveau de la prise téléphonique, et un démodulateur de l'autre côté qui reçoit les fréquences et les retransforme en un autre signal. Voilà. C'est deux appareils qui se parlent, ils sont tous les deux branchés sur des prises électriques et ils se parlent entre les deux. Alors ça marche vraiment bien, avec une petite restriction sur les maisons qui ont encore du triphasé, si c'est le cas, parce que ça ne saute pas d'une phase à l'autre. D'accord? Donc si vous avez du triphasé avec des répartitions des prises dans les pièces, une phase dans telle pièce, une phase dans l'autre, vous ne ferez pas communiquer les deux pièces. Voilà. C'est l'un des seuls moyens pour arriver à avoir de la Wi-Fi dans une vieille baraque où on n'a pas de système RJ45. Voilà. Donc après, on a tous nos petits problèmes. Et on a tous la maison qu'on a. Voilà. Et donc, il y a des stratégies à mettre en œuvre qui sont soit une partie CPL, une partie Wi-Fi, une partie Ethernet. Des fois, c'est en combinant toutes ces solutions-là. Le mieux, quand même, c'est d'en parler à votre électricien. Généralement, il a des propositions à faire. Ou pas. Mais voilà, là, on est dans le cas par cas. Donc, La compatibilité, quand on parle de la fibre optique, l'intérêt, c'est le débit, la quantité de débit. Mais lorsqu'on passe en Wi-Fi, on n'a pas un débit aussi élevé. Alors, ouais, ça c'est assez intéressant aussi. Donc le CPL ne va pas pouvoir débiter au niveau de votre fibre optique. Alors, les promesses de la fibre optique, c'est assez génial. C'est-à-dire qu'on a, et effectivement c'est plus qu'une promesse, parce que lorsqu'on fait vraiment le test au niveau de la box, on peut avoir des débits qui sont très importants. Les opérateurs promettent 1 gigabit, c'est-à-dire 1000 mégas. Hein, la connexion ADSL moyenne en France, c'est 10 mégabits. Hein, et le max qu'on peut avoir, c'est 80. On parlait de VDSL. Mais en moyenne, c'est 10 mégabits. Et on considère que le surf confortable, c'est-à-dire consulter des sites internet de manière confortable, il faut 10 mégas, 10, 15 mégas, suivant le poids des sites. Regarder de la vidéo en ligne, il faut 8-10 mégas pour que ça passe bien. Bon. Alors, il n'y a pas que le débit qui compte, il y a aussi ce qu'on appelle la latence, c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre le moment où on fait une action et le moment où il se passe réellement quelque chose. C'est-à-dire que l'information part, elle est traitée, elle revient. C'est ce qu'on appelle la latence. Si la latence est trop importante, c'est compliqué. Alors, la fibre, on vous promet 1 gigabit. Quand vous faites le test chez vous, vous avez 300 mégas, c'est-à-dire un tiers de ce qu'on vous a promis, c'est déjà pas mal. Je vous mets au défi de consommer plus de 40 mégas à un instant donné chez vous. Normalement, vous n'avez pas de quoi. À moins de faire un gros téléchargement, mais ça va durer 2 minutes, et puis après, c'est terminé. Mais la consommation moyenne, elle ne dépasse jamais 40 mégas, c'est pas possible. Bon. Donc effectivement, on a un débit énorme qui arrive, voilà. Et puis, on a des consommateurs, et puis entre les deux, on va mettre du CPL, du Wi-Fi, de l'Ethernet, je ne sais quoi. Alors l'Ethernet, suivant les types de câbles, on a parlé catégorie 5, catégorie 6, voilà, il y a des câbles qui passent du gigabit, il y a des câbles qui passent du 100 mégas, il y a des câbles qui passent du 10 mégas, eh bien on ne passera pas la même chose. Mais
sur des câbles, sur une installation récente et bien faite, on passe 1 giga sans difficulté, on peut même aller au-delà. Et donc c'est ce qu'il y a de plus performant pour transporter entre la box et l'ordinateur les signaux. L'ordinateur ou la box multimédia à côté de la télé, hein, puisque comme sur la DSL, les opérateurs vous vendent à la fois la box d'arrivée plus un petit truc supplémentaire pour le multimédia, pour la télé. Le Wi-Fi, les anciennes normes transportaient 50 mégas. Les normes actuelles permettent d'aller à 200-300 mégas. Ça dépend des murs, enfin on est en radio, donc là, il faut faire des essais, il faut les placer autrement. Mais sur les derniers modules Wi-Fi qu'on peut acheter dans le commerce, ils savent former les ondes de manière à aller là où ça va le mieux marcher. Enfin, il y a pas mal de technos qui ont bien évolué et qui permettent de passer vraiment beaucoup de signal. En CPL, on peut passer pareil 200-300 mégas. Là aussi, ça dépend de l'état de l'installation électrique, de la distance entre les deux parties du CPL. Donc tout ça, on est encore une fois dans le cas par cas. Ça dépend de chez vous. Ça dépend. Bon, il n'y a pas de mauvaise solution. Il y a des solutions plus ou moins adaptées à votre maison, à votre environnement, quoi. Voilà. Je ne sais plus à quelle question je répondais, mais voilà. Les particuliers ont-ils vraiment intérêt à avoir ça? Alors, est-ce que c'est intéressant d'avoir la fibre? C'est ça la question. Bah, là aussi, ça dépend. Oui, non, mais bien sûr, je dirais, ça dépend. Est-ce que vous avez besoin de la 5G sur le téléphone? Ça dépend. Même de la 4G, on peut se demander, ça dépend aussi. Pourquoi on déploie la fibre en Maine-et-Loire? Il y a 2 raisons. La première, c'est qu'avant qu'on entame ce déploiement-là, on avait entre 8 et 10%, je ne sais plus exactement le chiffre, de personnes qui n'avaient pas d'ADSL, qui n'avaient rien en fait, parce que trop éloignées du central téléphonique. Alors je crois que c'est 3% de complètement inéligibles à l'ADSL, et puis 8-10% de personnes qui avaient un débit très médiocre, quoi. Moins de 3 mégas, il me semble. Et donc, pour ces gens-là, le seul moyen d'avoir une connexion filaire qui tienne la route, c'était de déployer la fibre. Donc la première chose, c'était faire monter en débit, sortir du très bas débit et permettre que tout le monde se raccorde. Et puis la deuxième chose, c'est que on sait que les débits moyens consommés ont été multipliés par 10 en 10 ans et que c'est une courbe qui s'accroît. C'est-à-dire qu'on continue à consommer de plus en plus de débit. Alors, pourquoi? Parce qu'on est plus sur les ordinateurs ou sur les téléphones, parce qu'on consomme de la vidéo, que les sites qu'on consulte sont plus lourds, il y a des animations, il y a de l'image, il y a de la vidéo, il y a plein de choses qui se lancent tout le temps, la pub. Voilà, donc ça continue, et puis on a de plus en plus d'applications qui demandent d'être en ligne. Les impôts par exemple, il y a 20 ans, vous ne faisiez pas les impôts en ligne, hein. Et aujourd'hui il faut le faire. Mais c'est un exemple parmi d'autres, hein. Des besoins, il y en a plein. Donc, à la fois, il y avait besoin tout de suite pour des gens qui n'avaient rien, et à la fois, on en aura tous besoin demain. Alors, il y a souvent la question de, bah ouais, mais il y a la 4G, la 5G, le satellite, pourquoi on déploie la fibre? Eh bien, simplement parce que le réseau fibre est le seul réseau qui est capable de supporter des gros accès pour tout le monde en même temps. Un réseau 4G, il peut vous donner 80 mégas sur le téléphone quand il y a une personne qui tire dessus, quoi. Mais l'antenne 4G, elle est disposée pour 2 ou 3 000 personnes qui sont connectées dessus. Si tout le monde tire 80 mégas, il n'y a pas 80 mégas. Il faut se répartir le truc entre tout le monde. La 5G permettra d'aller jusqu'au gigabit. Mais là aussi, il faut être tout seul. Et puis, il faut que l'antenne soit fibrée. Parce qu'autrement, la 5G, on est toujours sur des chaînes de transmission. Donc, entre vous et le pylône, vous êtes bien en 5G. Puis derrière le pylône, il faut que ça descende sur la fibre ou qu'il retire sur un autre pylône derrière. Mais de toute façon, les infrastructures, à un moment, le gros du débit, c'est la fibre. Voilà. En 5G, on sait que pour atteindre le gigabit, il faudra utiliser des fréquences à ondes courtes qui demanderont un pylône tous les kilomètres.
Et donc, de toute façon, si on va fibrer un pylône tous les kilomètres, autant fibrer les gens directement, ce sera pareil. Et c'est peut-être plus esthétique, on peut en discuter. Alors, votre question tout à l'heure, je vais prendre les questions de tout le monde, mais c'était... mais ça reviendra. Oui. Alors, il y a le monsieur là-bas. Oui, moi j'ai un exemple. Enfin, je reviens sur le Wi-Fi. Mon fils, il a un ado à la maison, une fille de 19 ans, enfin bientôt 20 ans. Il m'a posé la question avec le Wi-Fi. Parce que quand on est chez nous, il y a la console qui est branchée en direct sur la box. Ma fille sur téléphone, Netflix, moi sur ordinateur. Le Wi-Fi, est-ce qu'avec la fibre, ça s'améliorera, ou est-ce qu'il faut que je vois avec l'opérateur pour changer ma box, de toute façon avoir une box plus moderne quand j'aurai la fibre? Alors, c'est un peu compliqué de répondre à cette question-là parce qu'on tombe quasiment dans le cas particulier, mais ça c'est un point intéressant, c'est-à-dire que lorsque vous dites le Wi-Fi il tombe, en fait, quand il met la console en route, là on voit comme... il n'y a plus de débit, quoi. Ouais, il n'y a plus de débit, mais est-ce que c'est le Wi-Fi qui ne permet pas de passer, ou est-ce que c'est ce qu'il y a avant la box qui ne permet pas de passer, hein? On est toujours sur une chaîne, hein. Donc on part des grands serveurs à Paris, on descend à Angers sur des locaux, des points de présence, on va jusqu'au central à Montjean, puis on va jusqu'à la maison, et puis de la maison il y a la box, il y a la console qui est branchée dessus, et puis on est en Wi-Fi avec le portable, et puis peut-être en Ethernet ou en je ne sais quoi avec l'ordinateur, voilà. Donc c'est la chaîne. Le truc qui marche le moins bien de la chaîne, c'est celui qui commande tout le monde, hein. C'est comme le tuyau d'arrosage, si vous fermez le tuyau à un endroit, si vous faites le nœud, le tuyau est peut-être gros de chaque côté, mais c'est le nœud qui commande, hein. Voilà. Donc la question c'est, est-ce que c'est le Wi-Fi qui pose problème ou est-ce que c'est en amont? Moi je ne peux pas vous répondre là-dessus. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'une fois fibré, on peut se dire que le problème ne sera plus en amont. Mais par contre, vous avez expliqué qu'il y avait une prise qui était mise dans la maison, au niveau du compteur électrique, je pense, ou ça dépend des gens. Ça dépend. Alors par contre, de cette prise-là, aller justement sur la box, est-ce qu'il faut qu'on change tous nos câbles qui sont dans la maison, ou est-ce que ça va passer par les câbles déjà existants? Parce que moi j'ai ma maison, elle a 17 ans. Alors, parce que moi j'ai pas des prises... oui, vous avez des prises en T, les anciennes prises téléphoniques. Bon. On peut se dire que probablement ça passera pas. Ça passera pas. Parce que le câble téléphonique qu'on utilise pour ces prises-là ne permet pas de passer les fréquences qu'on utilise sur l'Ethernet avec des gros débits. Donc, vous pouvez partir du principe que ça passe pas. Après, montrez-le plutôt à un électricien. Je vous conseille toujours de faire appel aux gens qui savent, hein, qui vous dira oui, je peux faire quelque chose, non, je peux pas. Comme je disais au monsieur tout à l'heure, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà un câble. Avec un peu de chance, vous le débranchez, vous accrochez l'autre, vous tirez dessus et vous avez un nouveau câble à la place, quoi. Avec un peu de chance. Parce que les opérateurs qui installent, je vais être méchant, on ne peut pas se servir du câble téléphonique, ça ne marche pas. Et les gens, les opérateurs, ils amènent le fil jusqu'à la box, mais 3/4 du temps, c'est du boulot de Gorin. Ouais, alors. Moi, c'est la question, c'est pour ça que moi j'ai commencé à mon installation. Attendez que c'est une vieille maison, j'ai dit, bon, la prise, je voudrais qu'elle soit dans le garage, et là, j'ai déjà passé du catégorie 5. Alors, je voulais savoir si c'était, ce que je faisais, c'était viable ou pas viable. Alors, oui, c'est très bien. Donc, la question, c'était... mais il y avait plusieurs questions dedans. Il y avait comment je distribue à l'intérieur de la maison, et il y a comment va se passer l'installation de la prise par l'opérateur le jour où j'ai pris un abonnement et on me raccorde. Donc, sur la distribution, on en a déjà beaucoup parlé. Vous tirez du catégorie 5, super. Effectivement, le fil téléphonique, c'est pas une solution. Donc vous le remplacez par un câble Ethernet. Donc c'est ça qu'il faut retenir, Ethernet, que vous mettez avec des prises RJ45, les prises réseau. Voilà. T'as pas un câble RJ45, Romain, quelque part? Non, moi non plus, je crois pas. Tant pis. Je termine sur... Donc ça, c'est à l'intérieur de la maison. Après, sur l'amont, le jour de l'installation. Alors, le jour de l'installation.
il y a deux modes de travail pour les opérateurs. Les grands opérateurs, les 4 grands, hein, donc je peux les citer, Orange, SFR, Bouygues, Free, les 4 opérateurs nationaux, choisissent de réaliser eux-mêmes ces installations-là. Donc dans ces cas-là, ils sont, et je vais vous remontrer mon petit schéma qui fait un peu mal à la tête, mais tant pis, ils sont à la fois clients, donc ils sont là, hein, nos opérateurs commerciaux, nos FAI, fournisseurs d'accès Internet. Ils sont là, ils sont clients d'Anjou Fibre. Et puis vous êtes leurs clients. D'accord ? Mais à la fois, ils vont travailler comme sous-traitants d'Anjou Fibre pour réaliser la connexion jusqu'à chez vous. Anjou Fibre a installé le réseau jusqu'à la boîte qui se trouve dans la rue, sur un poteau, dans une chambre. Et puis le câble qui va derrière, ça fait toujours partie du réseau d'Anjou Fibre et la prise également, qui est à l'intérieur de la maison. Bon, même si personne ne viendra vous demander des comptes si vous la déplacez. Hein. Mais effectivement, c'est payé par Anjou Fibre et donc ça leur appartient. Mais cette installation-là, par les 4 grands opérateurs, elle est réalisée par eux en sous-traitance d'Anjou Fibre. Donc ils envoient leurs techniciens qui viennent chez vous, prennent rendez-vous et vont tirer le câble. On a eu une montée en charge assez vite, assez importante et assez rapide des raccordements au niveau national. J'ai dit tout à l'heure 800 à 1000 raccordements par semaine. Donc il a fallu embaucher du monde et la formation n'a pas toujours été parfaitement au rendez-vous. Et donc on se retrouve avec des gens plus ou moins compétents et rigoureux et propre sur eux. Alors, avec une difficulté, c'est que lorsque les 4 opérateurs dont j'ai parlé réalisent eux-mêmes l'installation, ils ne sont pas tenus de communiquer leur planning, ni de compte-rendu de leur installation, ni rien du tout en fait. Et donc, il n'est pas possible de contrôler ce qui a été fait. Donc, il y a des situations un peu compliquées parfois. Alors, il faut partir du principe que 95% des raccordements se passent bien. Voilà. On parle des 5 autres. Voilà. Mais effectivement, on a vu des cas assez incroyables. Le câble déroulé par terre, le trou dans le mur, enfin, on a vu des choses, des trucs, c'est n'importe quoi. Donc, c'est assez sage et précautionneux d'anticiper les choses et de se dire, bon, alors, je vais faire installer la fibre. Il faut que je sache où on va mettre la prise. Alors, ça dépend essentiellement de vous. Est-ce que je la mets dans le salon, là où j'avais le téléphone et ma box ADSL? Je vois la dame qui fait... je ne sais pas. Mais il faut déjà savoir qu'il faut y penser. Et puis ça, vous pouvez en discuter avec votre conseiller numérique qui peut vous accompagner sur ce genre de sujet, ou avec des bénévoles qui peuvent vous dire, ben oui, chez vous, peut-être que ce serait bien de faire comme ça. Là, je vais pouvoir répondre à tout le monde comme ça ce soir, ça va être compliqué, mais voilà. La prise, oui, il faut qu'elle soit installée pas loin de la box, ou alors la box pas loin de la prise. Après tout, la box, elle était à un endroit, elle peut très bien se retrouver à un autre endroit demain, mais c'est effectivement un choix d'aménagement pour vous. Donc, il faut réfléchir à l'avance, où est-ce que je vais mettre ma prise. Après, la prise, c'est bien, mais il y a un câble qui doit ressortir de la maison. Donc, soit aujourd'hui, je suis raccordé en souterrain, c'est-à-dire qu'il y a un fourreau, un tuyau là, qui sort de la maison qui va jusque sur le domaine public, où le câble cuivre passe déjà. Bon, ils vont revenir par là quand ils vont passer la fibre, c'est logique. Soit je suis raccordé en aérien, c'est-à-dire que c'est un poteau, et puis le fil il est accroché à la façade, et puis il rentre sous le toit, ou il descend, il rentre à travers le mur. Bon, probablement, le raccordeur il va vouloir suivre le même cheminement. Après, vous pouvez décider, vous, que le cheminement, ce ne sera pas celui-là. Vous pouvez refaire des travaux, repasser un tuyau pour que ça arrive au bon endroit, que ce soit propre et qu'on remonte jusqu'au poteau, ou aller à la chambre. Enfin, après, vous pouvez faire un peu comme vous avez envie. Hein. Vous serez présent le jour du raccordement, vous direz au gars, non, tu vas passer comme ça, et puis ça se passera bien, quoi. Il y a le point d'entrée dans la maison, il y a le cheminement à l'intérieur de la maison. Effectivement, s'il doit traverser 3 pièces pour arriver, le gars, il ne va pas passer 2 heures à faire le truc, ça va être un trou dans chaque cloison, et il va passer son fil, quoi. Donc à vous d'enlever la poussière, reboucher le trou, je ne sais.
Alors, je vous vais faire non, non, non. Bah, on est bien d'accord, non, non, non. Donc là aussi, ça peut être intelligent d'anticiper les choses, soit parce que vous êtes bricoleur et vous savez faire et c'est parfait, soit en appelant l'électricien en lui disant moi je vais faire installer la fibre, j'aimerais bien que vous me mettiez une gaine avec un tire-câble dedans, et puis pour que le gars il n'ait plus qu'à tirer sur le câble et au moins il ne me fera pas de dégâts. C'est peut-être encore ce qu'il y a de mieux pour ne pas être embêté, quoi. Et l'électricien, c'est pareil, il peut vous dire c'est peut-être bien de la mettre là, la prise, et puis oui, il va raccorder comme ça, il va cheminer dans le comble, et puis il va descendre là. Bon, c'est leur métier, ils savent faire, ils en passent tous les jours, des câbles. Donc ça, voilà, si vous n'êtes pas sûr, si vous êtes un peu inquiet, allez consulter votre électricien habituel, là, il va pouvoir vous aider, quoi. Dans les nouvelles maisons, effectivement, la norme NFC 1500 d'installation électrique, elle stipule qu'il doit y avoir une installation télécom de réaliser de telle ou telle manière. Donc les logements neufs, il n'y a pas ce problème-là. Il y a d'autres problèmes. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait construire récemment ou qui font construire là. Pas de gens concernés. Bon, donc je passe. On avait des prises téléphones classiques, fixes. Est-ce qu'on peut utiliser ces lignes-là pour installer là où on veut? Alors non, alors la question était, on avait des prises classiques, la prise en T là, dans le mur pour brancher le téléphone, est-ce qu'on peut utiliser ça? Non. Non, parce que c'est ce qu'on disait, le câble qui est derrière, c'est un bête câble en cuivre avec 2 fils, et ça ne conduira pas les fréquences dont on a besoin pour l'Ethernet. Il faut repasser un câble fait pour ça. Ouais. On peut réutiliser justement ce passage-là pour l'emmener. Vous pouvez tirer dessus, oui, ça c'est sûr. Ce qui signifie que si vous aviez X présenté un peu partout disséminé par les anciens, vous vous branchiez n'importe quel téléphone, maintenant on ne peut plus. Les téléphones, je suppose que vous aurez en lien avec la fibre, sont tous sur des prises RG45. Alors oui, oui, c'est ça. On ne peut plus avoir plusieurs téléphones, entre guillemets, sans passer de nouveaux câblages. Alors, effectivement, mais le téléphone, le vieux téléphone RTC, réseau de transport commuté, ça n'existe plus, de toute façon. Ça pose problème. Alors, on peut le regretter, mais ça n'existe plus. Voilà. Et ils ont arrêté de commercialiser cette technologie-là il y a déjà quelques années. Donc il y a peut-être encore des abonnements qui restent, mais c'est terminé ça. Hein. Oui, alors, vous savez, ils ne s'en cachent pas non plus. J'ai pas dans les habitudes de défendre Orange. Vous aurez peut-être l'aperçu dans la soirée, mais là sur le coup, bon. Ça n'a plus tellement de sens de maintenir ça, quoi. Et les équipements sont complètement obsolètes, ils n'ont plus de pièces détachées, il n'y a plus d'abonnés dessus, enfin, non, ça n'a plus de sens, quoi. Donc effectivement, c'est comme les cabines téléphoniques, on peut aussi regretter la disparition des cabines téléphoniques, mais toujours est-il qu'il n'y avait plus personne pour s'en servir, quoi. Par contre, ils ne peuvent pas nous imposer dans le temps d'avoir la fibre chez soi comme ils nous ont imposé le Linky. Alors, c'est tout à fait différent. Effectivement, est-ce qu'on est obligé de prendre la fibre ou pas, de la même manière qu'on était obligé d'avoir Linky. Donc, Linky, j'en parle pas. Hein, voilà. Mais non. Personne n'est obligé d'avoir la fibre à la maison. Personne. Alors, effectivement, il y a une pression qui est forte aujourd'hui, là, de la part des commerciaux, de tous les opérateurs d'ailleurs, qui appellent, qui viennent démarcher, qui font toc-toc à la porte, qui essaient de vous faire signer des trucs, pour que vous preniez la fibre. Alors, on va enlever quelques contre-vérités tout de suite. Alors, 1, vous n'êtes pas obligé. 2, non, le réseau cuivre ne va pas s'arrêter demain. 3, ce ne sera pas plus cher de se faire raccorder dans 2 ans. Ce sera toujours gratuit. D'accord ? Voilà. Donc, à partir de là, vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez. J'en ai oublié une quatrième. Allez-y. C'est sur Shannon, il y a les commerciaux, ils vont voir les gens et leur disent de toute façon vous êtes obligés de passer par Bouygues. Bah, normalement non. Normalement non. Vous avez raison, je ne l'avais pas celui-là. Ils obligent les gens à signer, vous êtes obligés de passer par Bouygues. Ouais. Alors Orange fait la même chose, hein. On a l'exclusivité. Ouais. Ouais, non, alors c'est pas vrai du tout. Il y a 10 opérateurs aujourd'hui sur le réseau Anjou Fibre et
Vous prenez celui que vous avez envie de prendre. Voilà. Et les 10 fonctionnent, il n'y a pas de problème. À la linéaire, c'est ce qu'ils font, ils passent dans un autre. Oui, oui. Et là, Alors, ce qui se passe, c'est que les commerciaux des opérateurs, les commerciaux, ils sont payés au contrat signé. Voilà. Et généralement, ils ne sont pas salariés de l'opérateur, mais c'est des freelances, des gens qui travaillent pour eux-mêmes et qui sont rémunérés au contrat qu'ils rapportent. Donc les gars, c'est sans foi ni loi, et ils racontent n'importe quoi pour arriver à leur fin. Voilà. Donc vous ne laissez pas embobiner. Si jamais vous avez signé un truc, vous avez 15 jours pour revenir dessus si vous voulez. Donc n'hésitez pas avec ça. Puis là aussi, je pense que si vous venez voir Romain ou les autres, ou les bénévoles de l'équipe, ils peuvent aussi vous conseiller là-dessus, quoi, facilement. Et concrètement, la fibre va alimenter quoi? La box, le téléphone, la télé, l'ordinateur Oui. Alors, ça appelle plein de choses. Quand on parle de télécommunication, donc la question c'est concrètement la fibre elle va alimenter quoi? La box, la télé, l'ordinateur, le téléphone, à quoi ça sert? Non. Quand on parle de télécommunication, on parle simplement de transporter de l'information. La voix sur le téléphone, c'est de l'information. Hein, on la transforme en signaux. Alors, avant, c'était des signaux analogiques sur le réseau commuté. Après, on l'a numérisé et on le transforme en 0,1. Et puis, voilà, c'est comme de l'informatique. Les images, c'est pareil. La télévision, on est passé à la TNT récemment, télévision numérique terrestre. Bah, c'est numérique. Au lieu d'être des signaux analogiques hein, qu'on réglait, eh bien, maintenant, ça arrive, c'est des 0 et des 1, c'est décodé, et puis ils affichent les images. Sur l'ordinateur, bah, évidemment, les réseaux informatiques, c'est des échanges numériques. Voilà. La fibre, elle transporte de l'information et uniquement de l'information. Vous avez peut-être souvenir du téléphone, du vieux téléphone, on branchait sur la prise, ça marchait. Parce qu'il était alimenté électriquement par la prise téléphonique. Alors, c'était déjà plus vrai en ADSL, c'est encore moins vrai en fibre, parce que là, il n'y a même pas d'énergie. Hein. Vous pouvez mettre le doigt au bout, c'est pas chaud. Alors le doigt, pas l'œil, hein, parce que ça, par contre ça fait mal, mais le doigt au bout, ça ne brûle pas. Hein. Ça a beau être du laser, c'est des intensités tellement faibles que... Voilà. Donc on ne transporte que de l'information, voilà, et donc n'importe quelle information. Donc effectivement, au bout de la fibre, vous avez une box. Ce qu'on appelle la box, en fait, c'est tout un ensemble de choses à l'intérieur. Donc vous avez le modem, modulateur, démodulateur. Donc lui, il est chargé de transformer les signaux optiques en autre chose, des signaux informatiques classiques, on va dire. Et puis, à l'intérieur, bah, vous pouvez avoir un routeur qui va distribuer les informations aux différents appareils de la maison. Vous pouvez avoir une partie Wi-Fi avec des antennes, lui aussi routeur qui va distribuer les choses en radio. Vous pouvez avoir une partie de serveur vocal qui va être raccordé sur le téléphone. Et donc lui, il va gérer la partie téléphonique. Puis vous pouvez avoir la partie Media Center. Donc c'est généralement une deuxième box, pas toujours, mais que vous mettez à côté de la télé, qui parle avec la vôtre, et là qui va se charger de transformer les signaux en images, en je ne sais quoi. Donc on peut transporter tout ça, on peut transporter bien d'autres choses, de la vidéosurveillance si on veut contrôler ce qui se passe dans la maison, de la domotique, si vous voulez gérer les appareils, vous pouvez avoir, enfin bon, tout ce qui est informationnel, ça peut transiter par la fibre. Ça répond à votre question ou... Oui. Alors concrètement, Ah bah, concrètement, ça dépend de vous. et après la box, Ça peut tout faire, ça dépend ce que vous voulez lui faire faire. Vous pouvez avoir un téléphone dessus, vous n'êtes pas obligé. On a tous aujourd'hui des téléphones portables, et peut-être que vous considérez que c'est suffisant pour vous joindre et que vous n'avez pas besoin d'un téléphone fixe. Moi, je ne sais pas. Vous pouvez choisir d'avoir une box télé, et peut-être que l'opérateur vous fournira un service télé. Il y a aussi des opérateurs qui vous fournissent une box avec un accès Internet et rien d'autre. Parce que vous n'avez pas choisi d'avoir une... Personnellement, c'est ce que j'ai. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir une box télé. Bon, ben, je ne paye pas pour ça et j'ai un truc moins cher et voilà, quoi.
Et donc vous pouvez prendre ou pas prendre, enfin, ça dépend de vous en fait. Et c'est ce qui est intéressant d'avoir 10 opérateurs différents, c'est qu'il y a autant d'offres construites différemment. Donc il y en a beaucoup qui se ressemblent, et puis il y a des petits malins qui proposent autre chose, quoi. C'est à vous d'aller voir ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez, quoi. On peut aller faire un petit tour si vous voulez. Alors, tiens, j'en profite pour vous présenter le site d'éligibilité. Ça marche. Enfin, j'espère que ça va marcher. Eh non, ça ne va plus marcher. Bah si, ça devrait fonctionner. Alors, tiens, j'aurais peut-être dû recommencer en fait. Hop là. Voilà, donc Anjou Fibre, qui est l'entreprise qui déploie le réseau et qui exploite le réseau. Et donc qui vend son réseau aux opérateurs qui eux-mêmes vont ensuite vous vendre des abonnements. Anjou Fibre a un site internet qui est accessible par tout le monde, sur lequel vous pouvez regarder si vous êtes raccordable à la fibre. Là, c'est ce qu'on a en arrivant sur la page de anjou-fibre.fr. L'adresse, vous la verrez, c'est illisible. C'est anjou-du6 fibre.fr. Vous êtes un particulier. Voilà. Et vous avez une belle carte sur laquelle vous pouvez rentrer votre adresse pour savoir si vous êtes éligible ou pas. Donc là, je vais vivre dangereusement. Hop, je tape Montjean, on me propose Mauches-sur-Loire, Montjean-sur-Loire. Allons-y. Je vais prendre la rue de la Mairie. Voilà. Et je vais prendre le 1 parce que je ne sais pas, je ne connais pas trop. Voilà. Oh bah tiens, il y a du jaune. Alors, vous connaissez peut-être mieux que moi le secteur, vous savez où on est. Juste en bas, là. On ne doit pas être très loin. Ah oui, c'est ça, oui. Nous, on est là. Oui, c'est quand même bien fait. Belle démonstration quand même, non? Voilà, donc vous avez chaque bâtiment qui a une petite pastille, là, que vous pouvez voir ici, et qui vous dit, bon déjà qu'il y a bien une adresse de répertorié, donc là on est au 1 rue de la Mairie, et puis qu'il y a une couleur qui va vous renseigner sur l'état d'avancement. Je vais partir d'ici. Violet, c'est prévu un jour. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est cette année, mais il y a peut-être encore du violet qui vous dit c'est prévu un jour. En orange, les travaux sont en cours, c'est pas encore prêt. En jaune, la fibre est raccordable prochainement. Et puis en vert, c'est raccordable, youpi. Hop, je reprends. En jaune, ça veut dire simplement que les travaux sont bien terminés, mais on est dans une période de gel commercial, c'est-à-dire qu'avant l'ouverture commerciale, on permet à tous les opérateurs d'arriver et d'être dans les starting blocks tous en même temps. Donc il y a 3 mois de gel commercial entre l'installation de l'armoire, oh, mais ça ne va pas durer 3 mois, entre l'installation de l'armoire et le moment où effectivement ils peuvent commencer à commercialiser. Aujourd'hui, on a déjà 3 opérateurs, ouais, un peu plus. Là. Donc là, on nous dit, ce sera date de premier raccordement possible au 1er mai. On n'est pas loin quand même des 3 mois. Oui. Oui, mais pour quel opérateur? Alors voilà, là il vous dit, il y a 6 opérateurs aujourd'hui disponibles sur la zone, que vous ne connaissez pas. Ozone, qui est un petit opérateur national. Coriolis, tout pareil, qui distribue notamment des offres avec Canal+. Canet, je ne sais plus ce qu'ils ont de particulier, Nornet qui est une filiale d'Orange, Vidéo Futur qui a une offre avec de la vidéo à la demande, et puis Noanet qui est un petit opérateur du Lyon d'Angers, et Baugé, ils bossent sur les deux. Voilà, donc pour l'instant il n'y a que ces 6 petits opérateurs là, et puis derrière il y a les 4 grands qui vont arriver, puis qui vont effectivement faire la razzia sur tous les abonnements, parce qu'eux ont une vraie force de frappe. Et ils arrivent au fur et à mesure, vraiment. Ouais. Chaque fois, ça va se rajouter. Si on se connecte 15 jours après, il y aura peut-être d'autres opérateurs qui se mettent. Certainement. Et d'ici le mois de mai, normalement, il y aura tout le monde. Pourquoi on n'en a que 6 aujourd'hui ici? Parce que ces opérateurs-là, ce sont des petits opérateurs qui utilisent les infrastructures vraiment d'Anjou Fibre, les infrastructures actives.
c'est-à-dire les appareils, les routeurs quoi, qui vont effectivement distribuer le service. Les 4 autres, ils installent leurs propres équipements à l'intérieur des nœuds de réseau abonnés, et donc ça leur prend un peu plus de temps pour arriver à être prêts commercialement. Les 3 mois, ils servent à ça en fait, à permettre à tout le monde de venir installer ses équipements dans le nœud de réseau optique. Donc c'est pas étonnant que vous ayez ces 6-là qui sont pas très connus, qui sont qualitatifs mais pas très connus, et puis les 4 gros, en fait, il leur faut un peu de temps pour arriver. Par contre, quand ils arrivent, vous allez le savoir, parce que ça va sonner à la porte, vous allez avoir des courriers, les coups de fil, les mails, j'en passe. Par contre, ces 6 opérateurs, en cas de problème, en cas de panne, on aura affaire à qui? Alors, ça c'est assez intéressant comme question. Moi j'ai un vrai devoir de réserve vis-à-vis des différents opérateurs. Donc la question, je ne sais pas si tout le monde a bien entendu, c'est ces 6 opérateurs-là, ils sont tout petits, si ça ne marche pas, est-ce qu'on a quelqu'un au bout du fil quoi? Bon. Donc, moi je ne suis pas censé dire ce qui est bien ou pas bien. Bon, j'ai quand même 2 choses à dire là-dessus. La première, c'est que ces 6 opérateurs-là, ils utilisent des infrastructures d'Anjou Fibre. Anjou Fibre, filiale TDF. C'est eux qui font la diffusion de la télé partout en France. C'est des gens qui, alors j'ai beaucoup à redire sur leur travail, mais qui savent quand même gérer des équipements. Ça, faut leur reconnaître ça. Donc, sur toute la partie d'infrastructure qui se trouve sur le Maine-et-Loire, vous êtes tranquille parce que vous êtes en fait chez TDF. Et eux, ils se contentent de vous vendre le tuyau, gérer la relation commerciale et remplir le tuyau. C'est eux qui fournissent le contenu. D'accord? Donc, toute la partie technique, vous êtes tranquille. Après, qui vous avez au téléphone, ça marche comme les grands. C'est-à-dire que les Ozone, Canet, Nordnet, Coriolis, ils ont même un centre d'appel à Angers. C'est un de leurs métiers. Ils ont des centres d'appel. Généralement, c'est à peu près les mêmes que les 4 grands. Et puis bon, appeler chez SFR, bon courage. Voilà. Il y a une exception, c'est lui, là, Noanet, parce qu'eux, ils sont 2. Donc, quand vous appelez, vous avez le patron au téléphone. Bon. Alors, non, on n'est pas là pour faire du commerce, mais c'est intéressant aussi. Les prix, bon, c'est standard, hein, les prix, donc ils vont de 30 à 45 €. Donc, ça va du simple à moitié plus, hein, mais on est dans la même catégorie, donc 30 à 45 € avec différents services. Après, c'est à vous de choisir quel service vous voulez et avec qui. Et là, encore une fois, moi, j'ai rien à dire là-dessus. Les petits ne sont pas les plus chers, ne sont pas les moins fiables. Généralement, ils ne vous vendent pas 1000 trucs en même temps. Les gros, ils vont vous vendre un téléphone portable, ils vont vous vendre une boîte mail, un abonnement à je ne sais pas quel journal, voilà, parce qu'ils cherchent à monter le panier moyen, hein, c'est-à-dire le prix moyen que vous dépensez par mois, ça c'est le but, hein, donc ils ne vous lâchent pas. Après, voilà, chacun est libre. Après, c'est très simple aussi de changer d'opérateur, hein. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire, tiens, je pars avec un, ça va pas, ça me plaît pas, comment il s'y prend, je change. Ça coûte pas grand-chose. Voilà. Juste pour revenir au niveau des pannes, si c'est le même cas comme avec EDF à l'époque, quand il y a eu le changement d'opérateur, si par exemple j'appelle, j'ai un souci, j'appelle en ils vont dire non, voyez avec votre opérateur. J'appelle l'opérateur dit ah bah non, nous on gère pas, c'est dans les produits prix. Donc en fait ça se relance à chaque fois. Donc là ça se passe comment? C'est en fonction de savoir où est la panne, mais si personne se déplace pour savoir où est la panne, on peut pas savoir. Alors comment, donc la question c'est qui est-ce qui est censé s'occuper de moi lorsque je suis en panne? Ça marche aussi bien qu'avec la DSL, c'est-à-dire ça marche pas. Voilà. L'opérateur relance par exemple sur le réseau. Et puis alors, la théorie, c'est l'opérateur est l'unique relation commerciale, l'unique responsable de la relation commerciale. Donc, c'est lui le point d'entrée. C'est à lui de se démerder à faire en sorte que ça marche. D'accord. S'il n'y arrive pas, prenez un opérateur compétent. Et ça marchera, parce qu'il y en a qui y arrivent quand même.
Évidemment, ils vont tous essayer de vous renvoyer à la mairie, chez Anjou Fibre, etc. Anjou Fibre, vous pouvez y aller, essayez de trouver un numéro de téléphone, bon courage. Et ils ont fait exprès de mettre ni téléphone ni adresse mail sur leur site, parce qu'ils veulent surtout pas que vous les contactiez. Et quelque part, ils ont raison, parce que c'est l'opérateur qui est payé pour faire ce travail-là. Voilà. Donc, c'est toujours votre opérateur. Et si le gars vous dit, c'est pas moi, il faut appeler un tel, vous lui dites, non, 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 c'est vous. Et j'arrête de payer. C'est le seul truc qu'ils entendent. Voilà. Donc, toujours l'opérateur. Après, il y a des cas très compliqués où on n'arrive pas à s'en sortir et on a mis en place, alors notamment sur les raccordements, donc c'est beau. On vient de mettre en place début janvier un numéro d'appel, donc on est bien chez Anjou Numérique, la collectivité, et pas chez Anjou Fibre. On a mis en place un numéro vert qui vous permet, lorsque vous n'avez plus personne qui tient la route au téléphone, de venir prendre du conseil. Et puis, on essaie de vous rediriger ou de régler le problème, ou de renvoyer le problème chez Anjou Fibre lorsqu'on a réellement un souci là-bas, quoi. Donc, en dernier recours, vous pouvez y aller. Mais il faut bien avoir en tête que le premier responsable de la relation, c'est votre opérateur. OK là-dessus? Si c'est un dégât sur, je sais pas, sur une armoire ou un... Là, c'est pas l'opérateur. Alors, si vous constatez des problèmes sur le réseau, effectivement, en domaine public, là, dans ce cas-là, signalez-le en mairie. Hein, et la mairie a une adresse à qui remonter le problème. On met en place un formulaire, voilà. Mais donc vous passez par la mairie pour dire, bon bah j'ai constaté sur l'infrastructure en domaine public qu'il y a un poteau qui est tombé, il y a un câble qui est décroché, l'armoire est abîmée. Alors les portes ouvertes, ça c'est un grand classique. Donc dans ce cas-là, vous vous arrêtez en sécurité, vous refermez la porte, merci. Mais voilà, alors on en parlait tout à l'heure, on a un vrai problème avec les raccordements. On ne sait pas suivre les raccordeurs, ça a été organisé par l'État, donc on le subit tous, on se bat contre ça et on essaye de faire changer la réglementation, mais aujourd'hui on ne peut pas, et donc les opérateurs sont dans leur bon droit, ne communiquent pas les plannings, on ne peut pas les contrôler, on ne sait pas ce qu'ils font, voilà, et on se retrouve avec des trucs ouverts, avec des vraies malfaçons sur les boîtiers, avec des problèmes aussi chez les particuliers raccordés, mais voilà, donc là on le subit. Et il ne faut pas hésiter effectivement à remonter les problèmes, donc faites un petit mail en mairie ou vous passez dire les choses. Bon, il ne faut pas non plus occuper trop les secrétariats, mais... Non, la mairie est pour rien, mais elle pourra remonter le problème. Si je comprends bien, mieux vaut attendre avant de s'installer chez soi, laisser le gros y aller avec tous les problèmes, et puis une fois que c'est réglé, qu'il y a vraiment des vrais pros derrière, là on peut y aller. Alors... Oui, on peut attendre. Non, mais je l'ai dit tout à l'heure, rien ne vous oblige à vous prendre la fibre demain. Rien. Voilà. Maintenant, il y a quand même des choses qui ont évolué positivement. Voilà. Donc, je vous ai dépeint un tableau un peu compliqué, mais enfin, il ne faut pas oublier que dans 95% des cas, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. C'est pas de cela qu'on parle, mais ça se passe très bien. Et donc, oui, on peut avoir des problèmes, il faut savoir les traiter, etc. Si vous voulez vous abonner à la fibre, c'est pas non plus le parcours du combattant, hein, vous pouvez y aller. Mais la DSL va durer longtemps ou ça va s'arrêter? Alors, la DSL, ça va s'arrêter un jour. C'est-à-dire qu'on ne va pas continuer à entretenir deux réseaux qui font la même chose, ou quasiment la même chose. Donc, oui, ça va s'arrêter un jour. Il y a une campagne de démontage du cuivre qui démarre sur la France. On va avoir 7 communes concernées sur le Maine-et-Loire par un lot là, qui va être mis en route dans les semaines qui viennent. Mais quand on parle de démontage, on est sur un calendrier réglementaire extrêmement long. On va avoir normalement un arrêt de la commercialisation fin 2024.
puis un arrêt technique encore 3 ans plus tard. Hein, donc, on a le temps de voir venir. Ce que ça dit, c'est que simplement, ben, on ne raccorde plus des nouveaux clients là-dessus s'il y a autre chose, quoi. Dans 7-8 ans, il n'y aura plus que la fibre. Mais donc, encore une fois, il n'y a pas de précipitation à avoir. On ne pourra plus avoir Internet si on n'a pas la fibre. Alors, oui, on pourra, dans 8-10 ans, on ne pourra plus avoir Internet sans avoir la fibre. Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire, il y a la fibre, mais vous pouvez aussi avoir le satellite, la 4G, la 5G, je ne sais quoi, hein, pigeon voyageur. Ça revient à ce qu'on disait au départ, quelque part, on nous force. Ah non. Si tu dis que, tu viens de dire que dans 7-8 ans ou 10 ans, on ne pourra plus. Et après, maintenant, tu dis, ah bah si, mais on aura quand même. Disons qu'on force, c'est-à-dire qu'on va forcer les gens à abandonner le réseau cuivre. Mais après, on force personne à passer sur la fibre. Simplement, le réseau cuivre arrive un moment où, si on doit faire payer le coût réel d'entretien du réseau aux derniers abonnés, vous allez résilier très vite. Donc on nous force. Bah, on vous force pas, mais... Tu touches au portefeuille. Non, mais parce que... Mais c'est de la logique, je vois pas le problème. C'est l'avancée technologique. C'est comme le téléphone, on parlait tout à l'heure, qu'on n'existe plus en fait. Oui. Mais non, mais parce que ça coûtera trop cher de maintenir 2 réseaux, donc c'est logique. Bon. Après, ça ne change pas grand-chose, ça marche mieux, ça ne coûte pas plus cher, ça consomme moins d'électricité. Bon, globalement... Quand c'est bien fait, ça marche très bien. Voilà. C'est le problème. Vous aviez une question ? Pour l'installation de la fibre avec la CPL, est-ce qu'il y a un enseignement? Comment ça se passe? Alors, est-ce qu'on peut utiliser un réseau CPL derrière une box fibre? C'est ça la question. Hein. Ce qu'on disait tout à l'heure, le CPL, ça peut marcher très bien. On peut avoir des débits importants, 200-300 mégas. Derrière une box fibre, c'est pas ridicule. Et avec une restriction, hein, je disais, bon, l'état du réseau électrique. Si c'est une vieille installation, ça peut être un peu compliqué entre les dominos, les raccords, etc., qui peuvent être un petit peu oxydés, donc ça passe moins bien. Si vous avez une installation triphasée aussi, attention, puisque ça ne passe pas d'une phase à l'autre. Voilà. Mais autrement, pour passer d'une pièce à l'autre, bon, il n'y a pas de problème, hein. Oui, ça peut. Ça peut. Et puis bon, faut faire l'essai. Si ça ne marche pas, c'est peut-être qu'il y a un problème sur l'installation, il faut envisager autre chose. Mais a priori, c'est pas un problème. Allez-y, hein, il n'y a pas de mauvaise question. Hein. Non, c'est parce que moi je comprends très peu de choses ce soir. Ah. Donc en gros oui. Zut, c'est que je fais mal mon travail. La box reste. Alors, ça dépend. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, la question c'est la box, quand on passe de l'ADSL à la fibre, la box elle reste. Alors, il y a toujours une box. Il y a toujours une box. Voilà. Est-ce qu'on peut changer la box? Ça dépendra de l'opérateur. La fibre, généralement, c'est juste une couche supplémentaire. C'est-à-dire que vous avez certains opérateurs qui ont une box avec... et ils vous donnent un autre petit boîtier qui va se charger de transformer l'optique en Ethernet. Comme si vous étiez raccordé sur un réseau téléphonique, en fait. Et donc, du coup, la box, c'est la même qu'en ADSL. Vous ne changez pas la box. Et puis il y a d'autres opérateurs qui vont vous dire, moi je vous donne une box prête pour la fibre. Et donc c'est là, vous branchez directement la fibre dessus. Mais je dirais, ça ne change pas sans importance. Dans tous les cas, oui, il vous faut une box, parce que c'est elle qui va transformer les signaux qui arrivent de l'extérieur en choses exploitables à l'intérieur. Voilà. Oui. Alors qu'est-ce que vous n'avez pas compris allez-y. Non, parce que sinon on y repasse. Non, sans doute pas. Il y a des choses que j'ai compris quand même. On reprend du début, hein, ça gêne personne. Des termes
pas du tout. Enfin, si, j'en avais entendu parler, mais... Alors, n'hésitez pas à me les faire expliciter, les termes. On jargonne, on s'en rend même plus compte. Je suis désolé, mais la vérité est là. Vous avez une question? Quand on reçoit, vous profitez déjà de la meilleure offre Internet ADSL à votre adresse, donc vous n'êtes pas éligible. Oui, il y a des gens hardis quand même, oui. Il y a des gens hardis. Alors, ça, généralement, il y a des stratégies commerciales chez les opérateurs, et ça, c'est typique d'un opérateur qui ne va pas être à l'heure pour ouvrir en même temps que les autres. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas vous proposer une offre fibre optique alors que les autres seront déjà là. Donc, il vous dit, vous avez déjà la meilleure offre ADSL, vous n'avez pas besoin de la fibre. Par contre, le jour où il est prêt, il arrive en disant, non, non, mais vous ne pouvez pas rester à la DSL, il faut la fibre, madame. Voilà. Donc ça doit être normal, moi quand je vais sur Internet, je ne suis pas éligible, je fais SFR. Avant que... Alors, sur l'éligibilité de manière générale, avant d'être éligible ici, donc sur le site d'Anjou Fibre, hein, Anjou Fibre, c'est l'installateur de la fibre. Et lui, il transmet ces informations-là à tous les opérateurs. Donc SFR, il pourra vous dire que vous êtes éligible lorsque vous serez éligible ici, pas avant. Mais peut-être que vous serez éligible là et pas encore chez SFR s'il n'a pas fini d'installer ses équipements. Voilà. Donc c'est vraiment cumulatif. Il faut à la fois que ce soit prêt ici et prêt côté SFR. Donc vous pourrez être éligible là, pas chez SFR, mais éligible chez Orange, chez Bouygues, chez ces petits opérateurs-là. Ça peut. Après, si vous voulez rester chez SFR, eh ben, vous attendez d'être éligible chez SFR, puis vous leur demandez d'installer à ce moment-là. Il n'y a rien qui vous pousse, quoi. Je ne sais plus. Sauf qu'ils nous disent que si on ne prend pas la fibre, dans 3 mois, on n'a plus rien du tout. Chez Free? Chez SFR, oui. Ouais. Ça c'est le genre d'information. Donc, l'information SFR, si vous ne prenez pas la fibre, dans 3 mois, vous n'avez plus rien. Donc, moi, c'est le genre d'information qui me fait changer d'opérateur, généralement. Parce que j'aime pas qu'on se fiche de moi. Voilà. Donc là, clairement, c'est de l'information, enfin, c'est de la tromperie. J'emploie le terme à dessein. C'est une tromperie. Ils ne peuvent pas nous résilier. Alors, les opérateurs peuvent tout faire. Donc, si du jour au lendemain, on leur dit, ils nous disent, par exemple, comme la dame a dit, bah non, dans 3 mois, vous serez plus chez SFR, on dit, bah attendez, excusez-moi, mais je connais, je sais que dans 2 ans, je serai encore. Il dit, bon, bah, au revoir. Ils peuvent du jour au lendemain nous arrêter notre. Qui a lu les petites lignes du contrat? Pas moi. Ils peuvent tout faire, mais franchement, ça n'a pas d'importance. Vous allez chez un autre, de toute façon, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Entre les 4 grands opérateurs nationaux, il y a très peu d'écart sur les offres, en fait. Tant en termes de prix qu'en termes de services, ils vendent à peu près tous la même chose. Les prix en moyenne pour une fibre, enfin classique, c'est quoi? C'est 30, 40, 45 euros? C'est entre 30 et 40 euros. Orange est un peu plus cher. Et puis après, par mois, oui. Par mois, oui, oui. Souvent, on propose non seulement la fibre, mais d'autres Netflix ou je ne sais quoi. Voilà. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, pour répondre à la dame, on dit que c'est gratuit. Ce qui est gratuit, c'est l'installation de la fibre. Derrière, non. Oui, ça a un coût. Ça a le même coût que, en fait, ça a à peu près le même coût que la DSL. Alors, les opérateurs ont essayé de grappiller 5-10 euros dessus en vous en passer à la fibre, voire plus peut-être. Après, ils font des promotions dans tous les sens pour essayer de capter les clients. C'est celui qui grossira le plus vite, là. Donc, il faut en profiter. Et puis, sans faire de la pub, généralement, les petits opérateurs sont moins chers. Noanet, eux, ils ont une offre à 30 euros. Voilà. Je fais pas de pub. 30 euros, avec le téléphone, je crois. Mais bon, après, je dis ça, il faut aller voir sur leur site. Les offres, elles changent tout le temps en plus. Chez les grands opérateurs, ils les remettent à jour tous les 2 mois. Donc, au moment où vous êtes prêt, vous y allez, vous regardez, vous choisissez ce qui vous plaît le mieux, puis voilà, quoi. Et donc, la question derrière, excusez-moi, c'était... oui, ils vous vendent un tas de trucs avec. Voilà. Alors, ce que je disais tout à l'heure, le but pour eux, c'est de faire monter le panier moyen. On parle des fois d'ARPU. Hein,
C'est-à-dire ce que le client moyen paye chaque mois. Et un moyen pour faire ça, c'est qu'ils vous vendent une offre attractive. Vous avez l'offre à 29,90 €. Et puis derrière, vous avez des options à peine facultatives. C'est-à-dire que si vous voulez que le téléphone sonne, c'est 2 € de plus. Si vous voulez qu'il y ait la télé, c'est 4 €. Si vous voulez que... Donc c'est des petites choses. Puis à la fin, vous êtes à 45. Voilà. Enfin, c'est des stratégies commerciales. Là, j'enfonce des portes ouvertes. Hein. Tout le monde sait ça. Ils font ça tous depuis des années. Donc, on se débat avec ça. Hein. J'ai une question concernant les constructions tout à l'heure. Oui. Vous avez posé la question. Comment ça se passe? Parce que il faut créer des nœuds de raccordement. Quand on parle de ça, les points de raccordement. Alors, ouais. Fonction avec les nouvelles constructions. Construction neuve. Alors, attendez, je vais essayer de trouver un truc qui en cause. Bon, je vais rien avoir de très intéressant, mais on va faire ça. Donc, un raccordement à la fibre, ça nécessite deux choses. De tirer une fibre, mais avant ça, il faut que la fibre, on puisse la tirer dans quelque chose. Donc ça peut être en aérien, s'il y a des poteaux. Ça peut être en souterrain, s'il y a des tuyaux. Mais quand vous construisez une maison, il n'y a pas de tuyaux, puisque vous n'êtes pas encore raccordé sur le réseau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le réseau. Généralement, il a été construit par Orange à l'époque, enfin par France Télécom. Dans certaines zones, il a été refait par la mairie quand ils sont passés de l'aérien au souterrain. Enfin voilà. Et puis, il y a des chambres. Quand on est en aérien, quand le réseau est en aérien, il n'y a pas de gros problème parce que, en gros, on va vous raccorder en aérien et puis c'est tout. Si vous le pouvez aussi passer un tuyau depuis la maison jusqu'au poteau le plus proche. Comme ça, on fait ce qu'on appelle une descente aérosouterraine. On descend du poteau dans la gaine et hop, on arrive à la maison. Lorsque le réseau est souterrain, il faut créer la liaison entre la maison et la chambre, hein, les plaques que vous avez dans la route. Et donc là, ça peut être un peu plus compliqué. Si la chambre, elle est sur le trottoir devant la maison, alors là, pas de problème. Hein, vous passez sur votre terrain et puis, boum, dans la chambre. Alors, vous n'êtes pas censé le faire tout seul. 1, le réseau appartient à quelqu'un, il faut demander l'autorisation avant de taper la chambre. 2, le trottoir appartient à quelqu'un, il faut demander l'autorisation avant de passer dessus. Dans tous les cas, vous êtes responsable du raccordement de votre maison neuve jusqu'à l'infrastructure au droit du terrain. On appelle le droit du terrain, c'est tout ce qui se passe entre ce point-là et ce point-là, de chaque côté du terrain de la maison. Des fois, la chambre, elle n'est pas sur le trottoir devant la maison, mais elle est sur le trottoir de l'autre côté de la route. Donc là, il faut taper la route jusqu'à la chambre. Et ça peut être un peu cher, mais ce sera toujours à la charge du demandeur, de celui qui construit la maison. Des fois, la chambre, elle n'est pas non plus en face, mais elle est 100 mètres plus loin, à gauche ou à droite. Dans ce cas, c'est au constructeur du réseau de faire l'extension de réseau pour aller jusqu'au droit du terrain. Voilà. En pratique, vous appelez le numéro vert je vous ai mis à l'écran tout à l'heure. Vous allez voir la mairie qui va avoir ces informations-là, qui va vous dire bon, appelez donc à tel numéro, et puis ils vont vous réexpliquer. Et il y a une procédure de mise en place avec un coût forfaitaire pour les raccordements. Et donc c'est Anjou-Fibre qui les gère et qui va faire le raccordement, vous proposer un raccordement. Vous avez le droit de le faire vous-même, dans tous les cas. C'est-à-dire que vous pouvez toujours choisir de travailler avec l'entreprise de TP du coin ou le maçon qui a une pelle et qui sait faire, et qui va demander l'autorisation à la commune de passer le fourreau, et puis va aller taper la chambre à côté, quoi. Voilà. Une fois que ça, c'est fait, il faut encore créer le point. Alors, hop là, je vous avais montré ça. Vous construisez une maison ici. Là, il n'y a pas de petit point jaune ou vert ou orange. Donc, il faut faire une demande. Donc là, toujours, on passe par la plateforme d'appel pour dire, bon, il faudrait créer le point adresse chez vous pour qu'il puisse l'envoyer aux opérateurs, pour que je puisse dire à l'opérateur, moi, je suis à telle adresse, vous me connaissez et je voudrais que vous me raccordiez, quoi. Donc, il faudra faire toutes ces démarches-là à partir du moment où vous êtes, on appelle viabilisé, c'est-à-dire que vous avez le tuyau qui va bien sortir de la maison.
Sur les lotissements, les lotisseurs s'occupent de ça. Ouais, alors sur les lotissements, effectivement, les lotisseurs s'occupent de ça. Alors tiens, je vais juste compléter là-dessus. Depuis 2016, ouais, les lois Macron, je crois, le constructeur de la maison a l'obligation de préfibrer sa maison. Préfibrer, ça veut dire installer une prise optique dans la maison et passer un câble optique jusqu'en limite de propriété de la maison. Dans ce cas-là, on construit le fourreau jusqu'en limite de la maison, on met un regard béton de 20 par 20 et on love le câble ici, proprement, et on le laisse en attente. Et le raccordeur, quand il viendra, ne rentrera pas dans la maison, mais il viendra jusque-là, il fera une petite boîte avec une soudure qui restera dans le regard. D'accord ? Ça, c'est assez simple, hein. D'abord, les électriciens savent faire. Il y a des kits en vente, même chez Leroy Merlin. On achète la prise avec le bout de câble de 10 mètres qui sort, et puis on peut le passer soi-même. C'est pas un problème. D'ailleurs, ça peut aussi répondre à votre besoin. J'y pense maintenant. Mais à la limite, vous pouvez tout de suite mettre la prise où vous voulez, passer les 10 mètres, et puis la mettre en attente à l'entrée du garage, hein, ou à l'intérieur du garage, par exemple, où il fera sa boîte, ou alors avec un regard dehors. Oh, il y a du 10, du 20, du 30. Bon, faudra chercher un peu. Le Leroy Merlin, ça peut être un peu cher. Voilà. Et donc la question derrière, c'était, pardon, il y avait une autre question, je ne sais plus. Ah oui, si, c'était sur les lotissements. Je ne sais plus qui la posait. Sur les lotissements, effectivement, c'est le lotisseur qui doit précabler. Alors, le lotisseur doit précabler le lotissement, c'est-à-dire qu'il fait la fibre, la distribution fibre dans le lotissement, mais c'est toujours au constructeur de la maison individuelle de faire son préfibrage de sa maison. Voilà. Ça se passe plutôt bien dans les lotissements, normalement, c'est fluide. J'ai beaucoup parlé. Est-ce que... Je ne sais pas si on a fait le tour du... Je ne sais pas quelle heure il est d'ailleurs. Ah, il est 10h. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Moi, je reviens sur le triphasé parce que c'est votre cas. Quelles sont les solutions? Alors, tant que vous restez sur la même phase, si vous avez, depuis votre tableau électrique, vous devez avoir 3 rangées en triphasé, et donc vous avez des départs, voilà. Tant que vous êtes sur la même phase, ça va fonctionner. Si vous devez passer d'une phase à l'autre, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut une autre technologie. Donc vous pouvez chercher, tirer un câble Ethernet, vous pouvez chercher le Wi-Fi. Il y a quand même des choses qui marchent bien, même dans les vieilles maisons. Donc... Alors ça c'est pour l'optique, mais vous pouvez passer un câble Ethernet hein, dans le mur. Bon, c'est des travaux, donc c'est ça qui est pénible, mais là j'aurais pas de solution plus élégante, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a encore des choses pas claires? La question par rapport aux vieilles maisons, c'est... il y a plusieurs problèmes sur les vieilles maisons. Le premier, c'est qu'elles sont vieilles. Et elles sont maisons. Mais non, elles sont vieilles, c'est-à-dire... Généralement, vous avez des gros murs. Alors, quand je dis vieille maison, je pense la longère avec le mur de 80 cm. C'est vrai que les ondes radio passent mal. Le téléphone portable passe mal. Bon, il y a beaucoup de choses qui passent mal. Les répétiteurs, ça peut fonctionner, mais c'est pas forcément bien. Et je finis de répondre, puis je réponds à ça. Mais très bien. Le problème aussi, c'est que les câbles électriques ou Ethernet, etc., ça a une durée de vie qui n'est pas infinie. Et donc, ça s'oxyde, ça se dégrade un petit peu, et ça perd un peu, des fois, de ses capacités à transporter le signal proprement. Surtout que, il y a 40 ans, lorsqu'on passait des câbles électriques, on ne les passait pas dans la perspective de passer des signaux Ethernet, on les passait dans la perspective de passer de l'électricité. Et ça, ils le font toujours bien. Mais on leur demande d'autres choses. Donc, passer du CPL sur des vieux câbles, ça ne marche pas toujours. Voilà. Et puis, oui, puis les vieilles maisons, on ne les a pas pré-câblées. Donc, c'est vrai que repasser un câble Ethernet dans un mur de 80 cm, il faut une mèche qui va bien. Enfin bon, oui, tout est plus compliqué dans une vieille maison.
Donc voilà. Les câbles Ethernet ont une dizaine d'années. Oh, bah, normalement, il n'y a pas de problème. C'est plutôt, il y a eu des évolutions de normes, et puis quand c'est très vieux, je parle plutôt de l'électricité. Bah, vous savez, dans des maisons qui ont été rénovées dans les années 60, des fois vous retrouvez encore du câble avec du papier gras enroulé autour, enfin des trucs. Bon, et puis c'est un peu corrodé, quoi. Puis c'est normal, hein, mais. Les questions. Oui. Alors, répétiteur, c'est pas un objet de réseau identifié. C'est à la limite un nom commercial, mais on ne sait pas trop ce que ça recouvre. On ne sait pas ce que c'est un répétiteur. Le CPL, c'est le courant porteur en ligne, ça relie deux points. Vous avez des constructeurs qui ont pondu des trucs qui combinent à la fois le CPL et le Wi-Fi. C'est-à-dire que vous avez un boîtier d'un côté qui envoie le CPL, de l'autre côté il le récupère et puis il émet un réseau Wi-Fi. On peut appeler ça un répétiteur. Mais en réalité, il fait un nouveau réseau Wi-Fi. Voilà, réseau Wi-Fi séparé. Bon. Ça fonctionne, ça fonctionne. Et si vous rajoutez un Ethernet sur ce boîtier-là, vous pouvez l'avoir en Wi-Fi et en Ethernet et vous arrivez à avoir... Voilà, donc avec un petit point de vigilance, c'est que plus on a de technologies différentes dans la chaîne, plus à chaque changement de technologie, on perd un petit peu de temps. C'est-à-dire qu'on transforme les signaux. Et donc, je vous ai parlé en début de réunion peut-être de la latence, c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre le moment où on clique et le moment où il se passe quelque chose. Bah, typiquement, de passer du Wi-Fi au CPL, puis un Ethernet, puis un convertisseur, puis la fibre, puis ça remonte, puis ça revient, eh ben, c'est moins fluide, quoi. Mais c'est mieux que 80 cm de mur. Ça dépend. Voilà. La fibre, c'est fait en quoi? La fibre, c'est fait en verre. Donc c'est un fil de verre enrobé d'un autre verre qui a une conductivité de la lumière un petit peu différente, ce qui fait que le signal lumineux rebondit sur les parois et reste dans le cœur de la fibre. Tant qu'on n'a pas trop courbé la fibre. Quand elle est très courbée, dans ce cas-là, la lumière sort. C'est là qu'on voit rouge. C'est souvent rouge, la couleur du laser. Et donc, on émet un faisceau laser dessus, qui est simplement conduit, comme si vous aviez deux miroirs, ou une multitude de miroirs autour du tuyau, quoi. Et donc, elle rebondit dessus, quoi. Voilà. Donc, le répétiteur, ça correspond au répéteur? Oui, oui. Parce que là, il ne connaît pas. Répétiteur, c'est un mot qu'il ne connaît pas. Moi non plus. Il parle de répéteur. Oui, allons pour répéteur. C'est pas non plus un objet de réseau identifié, en fait, c'est des noms commerciaux, mais on ne sait pas trop ce que ça recouvre. Est-ce que la fibre elle peut se passer dans le tuyau? La fibre, elle peut se casser, oui. Alors, les fils qu'on exploite là, c'est du verre, hein, on l'a dit, c'est des verres spéciaux, ça reste très souple, hein, c'est-à-dire qu'on peut faire un rond avec de cette taille-là, ça pose aucun problème, et ça conduit toujours la lumière. Mais effectivement, si on prend le câble, qu'on fait ça avec, là c'est sûr qu'on n'ira pas loin. Donc, en angle droit, c'est mort. Voilà. Après, même si on a cassé le cœur de fibre, quand on le remet droit, ça a de bonnes chances que ça continue à fonctionner, avec des pertes. Et donc, on a un budget optique. Si je reprends ce schéma-là, on a un budget optique, c'est-à-dire qu'on part d'ici avec une certaine puissance de laser, et puis on perd de la puissance en route. Hein, c'est un peu comme le tuyau d'eau. Vous avez de la pression au départ, et puis si ça fait des vircouettes partout, au bout, ça coule doucement, quoi. Et là, c'est la même chose. Vous avez un affaiblissement, c'est-à-dire qu'on perd un peu de lumière tout le long, parce qu'elle se dissipe, parce qu'elle repart dans l'autre sens, s'il y a une cassure ou une mauvaise soudure. Et donc, elle vient là, et puis donc on fait la somme de tous les événements sur le passage, et lorsque votre bilan optique, c'est-à-dire la somme de tous les affaiblissements, dépasse le budget optique, c'est-à-dire la puissance du laser au départ, eh bien, ça ne marche plus. Il n'y a plus de lumière au bout, quoi, ou plus assez pour que ce soit exploitable. Dans ce cas-là, il faut reprendre le réseau. Bon, on a des budgets optiques de
24 dB sur le réseau de manière générale. Sur une installation comme on va avoir à Montjean ici, où les distances ne sont pas très longues, on va consommer 18-20 dB. Donc on a de la marge en fait. On sait qu'on va pouvoir avoir dans la vie du réseau une casse qu'on va réparer avec une soudure, un endroit où la fibre va s'abîmer, ou alors elle est un peu contrainte, c'est-à-dire avec un rayon de courbure trop important et il y a un petit peu de fuite de lumière. Mais ça, on va réussir à vivre avec quand même, quoi. Ça va fonctionner quand même, et ça ne dégrade pas la performance. Contrairement à la DSL où lorsqu'on avait trop long de câbles et donc de l'affaiblissement, eh bien on pouvait passer de moins en moins de fréquences dessus et donc on passait moins de débit. Sur la fibre, ça marche ou ça marche pas. Et tant que le signal passe suffisamment, on a tout. Et si le signal ne passe plus suffisamment, on n'a plus rien. À n'importe quelle distance. Alors ce qui est sûr, c'est que quand la fibre parcourt des kilomètres, bah, vous avez plus d'événements au départ, donc un bilan optique plus important, et puis plus de risques d'avoir des événements pendant la vie du câble. Donc effectivement, plus on est loin, plus on a de risques qu'un jour ça ne marche plus. Bon, ben, dans ce cas-là, on répare et puis ça remarche. Alors les chambres, ça dépend où on se trouve. La question, c'est pas tant les chambres que les boîtes. Et il n'y a pas forcément une boîte dans chaque chambre. Donc vous avez en moyenne 3-4 boîtes entre l'armoire et chez vous, quoi. Et puis ici, vous pouvez en avoir 4-5 également. Voilà. L'opérateur nous informe quand il est prêt à raccorder. Alors, l'opérateur, Anjou Fibre, qui déploie le réseau, écrit à tous les habitants de la zone pour leur dire vous êtes maintenant éligible à la fibre. Pas forcément le jour de l'éligibilité, ça peut arriver 2 mois après, mais il distribue des courriers partout de manière à ce que tout le monde se raccorde à la fibre, c'est son gagne-pain. Donc lui, il a tout intérêt à ce que ça marche. Les opérateurs commerciaux commencent à démarcher dès qu'ils sont prêts. Et ça, vous le verrez peut-être plus que vous avez envie de le voir, parce qu'il peut être un petit peu pénible par endroits. Voilà, mais c'est tout. Vous n'avez pas. Enfin, la question c'était. Si l'opérateur nous prévient quand il est prêt à raccorder. Bah, les opérateurs vous préviennent. Alors oui, une fois que vous avez souscrit, il prend rendez-vous. Donc il fait plus que vous prévenir. Là, ils appellent pour mettre le rendez-vous, quoi. Il ne peut pas y avoir de mauvaises surprises au niveau de la facturation. Quand on voit sur leur offre 40 € l'installation, c'est 40 €. On ne peut pas vous rajouter des trucs parce que... Ils sont tous libres de leur politique commerciale. On a vu des trucs des fois où ils réussissent à faire signer les gens un surcoût de... je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Voilà. Et puis, on voit tout. Mais généralement, enfin, l'immense majorité, non, il n'y a rien de tout ça. L'installation, c'est 2 heures. Si ça dépasse 2 heures, c'est là où on peut payer un supplément. Non, l'installation, alors c'est 2 heures en moyenne, oui, mais c'est pas votre faute si le gars s'y prend mal, quoi. Donc une installation, ça dure le temps que ça dure. Si le gars n'y arrive pas, il s'en va. Et il y a un autre rendez-vous de programmé. Mais en aucun cas, vous pouvez être responsable du fait qu'il n'arrive pas à faire son travail, quoi. Non, il n'y a pas de surcoût parce que c'est trop long. Il peut y avoir des surcoûts, par exemple, si vous demandez une desserte particulière dans la maison. C'est-à-dire, la fibre, la prise, vous ne la voulez pas là, vous la voulez à l'étage dans telle chambre. Bon, bah là, effectivement, s'il doit faire 40 mètres dans la maison en passant dans les cloisons, les machins, c'est plus le même travail, quoi. Donc là, ils peuvent vous dire, bah non, madame, on va vous demander un supplément. Après, à vous de voir ce que vous voulez faire. Et là, si vous voulez une installation particulière que vous pensez complexe, voyez avec l'électricien. Une fois encore, lui, il saura, quoi. Je pense qu'il faut prévoir avant. Oui, c'est ça. Il faut anticiper les choses. Il faut anticiper. Ce secteur de Montjean, ça va être quoi? Ça va être les deux, aérien et en direct? Il y a de tout. Alors, on a 40% des clients potentiels du réseau sont en aérien.
Voilà, parce que c'est les zones rurales, ce qui représente 60% du réseau, en fait. C'est toujours la logique, quoi. Mais on a aussi... Alors, sur Montjean particulièrement, je ne peux pas vous dire, parce que alors là, je ne connais pas le réseau dans Montjean, mais oui, d'une rue à l'autre, ça dépend, quoi. Mais... Oui. C'est normal. Alors, oui, si, c'est... Alors, oui, non, il y a plusieurs réseaux. Alors, la réponse, elle est toute simple. On a dit, on fait un réseau en étoile. On a un nœud de réseau optique pour à peu près 3000 prises, 3000 maisons derrière. Et puis, on a une armoire pour environ 300 maisons. Donc, on a 52 NRO sur le département et on a 750 armoires de rue et 750 zones techniques de déploiement. Entre les deux, on a convenu qu'on était nécessairement enterré, sauf cas particulier. Et puis en amont des NRO, pour remonter jusqu'à Angers, en fait on a fait des grandes boucles qui vont d'un NRO à l'autre pour sécuriser, c'est-à-dire que chaque NRO est toujours relié de deux manières différentes au reste du monde. En cas de coupure, comme ça, on n'est pas dans le noir. Et donc, pareil, tout le réseau de collecte qui est en amont, que je n'ai pas dessiné ici, mais qui est en amont du NRO, eh bien lui, il est enterré. Et donc, on avait effectivement un réseau qui s'appelle Melisa, qui a été initié en 2003 par le département, qui fait 900 km de fibre aujourd'hui sur le département et qui transporte les grands opérateurs. Alors, c'était vraiment la colonne vertébrale des déploiements télécoms sur le Maine-et-Loire. Qui est réexploité pour une grande partie par Anjou Fibre. Et puis Anjou Fibre a lui-même construit 400 km de réseau enterré pour sa collecte et son transport. Donc notamment entre Chalonnes et Montjean, eh bien, il a fallu créer une liaison. Et donc bah, des liaisons comme ça, on en a pas mal. Maintenant, effectivement, on a enterré et puis on a toujours des poteaux. Pourquoi? C'est ça la question. En gros, c'était ça, maintenant on a compris. Eh ben, la réponse, c'est comment on raccorde. C'est-à-dire que il faudrait recréer chaque raccordement qui rentre dans les maisons tout le long du truc. Et ça, c'est plus le même travail. Un réseau qu'on construit le long d'une route, ça coûte 40 € du mètre. Refaire toutes les liaisons, ça triple le prix, quoi. Donc là, c'est bêtement économique. Il y a un réseau de transport ou de collecte qui est en amont, réseau structurant, et puis derrière, on a la distribution. Et la distribution, elle suit l'existant. Et puis un jour, il y aura effectivement un enfouissement. Bon, bah, pas de problème. L'opération sera plus simple. Il y aura déjà la tranchée de fait. Il n'y aura plus qu'à faire les liaisons qui en repartent. Mais ça, c'est plus le même travail. C'est vraiment complexe. Mais il n'y a pas de mauvaise question, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Peut-être que, oui, il y a peut-être des gens qui ont envie de rentrer. Je ne sais pas si vous... Oui. Au début, le branchement fait dans mon quartier, la Pommeraye, eh bien, c'est à 50 cm du sol, le fil est filé sur 2 ou 3 mètres, n'importe qui peut passer le fil, un enfant, c'est pas sérieux. Redites-moi ça, là. Ah oui, oui. Non, non, j'ai pas compris, vous avez un... Je connais plusieurs installations qu'on fait à la Pommeraye sur des maisons, en fibre optique, le fil il descend, mais après, il est à 50 cm du sol, il faut voir, sur plusieurs mètres, il n'est pas gainé, n'importe qui peut prendre le fil, tirer dessus, puis il passe. C'est pas sérieux. Voilà, on parlait de raccordement débile, eh ben, on a des bons exemples à la Pommeraye. Donc, c'est... Oui, bon, bah, et ils referont. Pas les enfants, hein, mais l'opérateur, ça ne doit pas arriver. Donc c'est... Là, je ne sais pas ce qui a été fait, mais des exemples d'installations incroyables, on en a pas mal. Des photos hallucinantes, on en a pas mal. Bon, il faut partir du principe que ces installations-là, elles ne seront pas pérennes. Évidemment, elles finiront par casser. Le premier coup de tondeuse va commencer par dégager le truc. Donc ça ne doit pas arriver, ça. Pourquoi c'est arrivé, je ne peux pas vous le dire.
mais c'est pas normal. Et donc là, il faut rappeler l'opérateur, leur dire « je n'accepte pas le raccordement qui a été fait ». Et vous revenez. Et s'il faut, c'est courrier recommandé, enfin, il faut se défendre. On est dans une relation commerciale, hein, donc... non mais on est d'accord là-dessus. C'est pas comme si on décidait, hein. Donc on le vit, et il faut réagir en fonction, mais non, c'est pas normal. Si on a fait le tour des questions pour ce soir, alors des questions, il y en aura peut-être d'autres. Encore une fois, je pense que Romain, Olivier sont capables de répondre à des choses et puis de nous remonter des questions s'il le faut. On reste à disposition évidemment. Mais sinon, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous remercie.